L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Première partie, Véronique. Prologue. La guerre a provoqué de tels bouleversements que bien peu de personnes se souviennent aujourd'hui de ce qui fut, il y a quelques années, le scandale d'Ergemont. Rappelons les faits en quelques lignes. Au mois de juin 1902, M. Antoine d'Ergemont, dont on apprécie les études sur les monuments mégalithiques de la Bretagne, se promenait au bois avec sa fille Véronique, lorsqu'il fut assailli par 4 individus et frappé au visage d'un coup de canne qui l'abattit. Après une courte lutte, et malgré ses efforts désespérés, Véronique, la belle Véronique comme on l'appelait parmi ses amis, était entraînée et jetée dans une automobile que les spectateurs de cette scène très rapide virent s'éloigner du côté de Saint-Cloud. Simple enlèvement. Le lendemain, on savait la vérité. Le comte Alexis Worski, jeune gentilhomme polonais d'assez mauvaise réputation mais de grande allure et qui se disait de sang royal, aimait Véronique d'Ergemont. Et Véronique l'aimait. Repoussé par le père, insulté même par lui à diverses reprises, il avait combiné l'aventure sans que Véronique d'ailleurs en fût le moins du monde complice. Ouvertement, Antoine d'Ergemont, qui était, certaines lettres rendues publiques l'attestèrent, violent, taciturne, et qui, par son humeur fantasque, son égoïsme farouche et son avarice sordide, avait rendu sa fille fort malheureuse, jura qu'il se vengerait de la manière la plus implacable. Il donna son consentement au mariage qui eut lieu 2 mois après à Nice. Mais l'année suivante, on apprenait une série de nouvelles sensationnelles. Tenant sa parole de haine, M. d'Ergemont enlevait à son tour l'enfant né du mariage de sa fille avec Worski et, à Villefranche, prenait passage sur un petit yacht de plaisance nouvellement acheté par lui. La mer était forte. Le yacht coula en vue des côtes italiennes. Les 4 matelots qui le montèrent furent recueillis par une barque. D'après leurs témoignages, M. d'Ergemont et l'enfant avaient disparu au milieu des vagues. Lorsque Véronique eut recueilli la preuve de leur mort, elle entra dans un couvent de carmélites. Tels sont les faits. Il devait entraîner à 14 ans de distance l'aventure la plus effroyable et la plus extraordinaire. Aventure authentique cependant, bien que certains détails prennent au premier abord une apparence en quelque sorte fabuleuse. Mais la guerre a compliqué l'existence, au point que des événements qui se passent en dehors d'elle, comme ceux dont le récit va suivre, empruntent au grand drame quelque chose d'anormal, d'illogique et parfois de miraculeux. Il faut toute l'éclatante lumière de la vérité pour rendre à ces événements la marque d'une réalité, somme toute, assez simple. Chapitre 1. La cabane abandonnée. Le pittoresque village du Faouët, situé au cœur même de la Bretagne, vit arriver en voiture un matin du mois de mai une dame dont l'ample vêtement gris et le voile épais qui lui enveloppait le visage n'empêchaient pas de discerner la grande beauté et la grâce parfaite. Cette dame déjeuna rapidement à l'auberge principale. Puis, vers midi, elle pria le patron de lui garder sa valise, demanda quelques renseignements sur le pays et, traversant le village, s'engagea dans la campagne. Presque aussitôt, 2 routes s'offrirent à elle. L'une qui conduisait à Quimperlé, l'autre à Quimper. Elle choisit celle-ci, descendit au creux d'un vallon, remonta et aperçut vers sa droite, à l'entrée d'un chemin vicinal, un poteau indicateur portant la mention « Locrif, 3 km ».
Voici l'endroit, se dit-elle. Pourtant, ayant jeté un regard circulaire, elle fut surprise de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Avait-elle mal compris les instructions qu'on lui avait données? Autour d'elle, personne. Et personne aussi loin qu'on pouvait voir à l'horizon de la campagne bretonne, par-dessus les prés bordés d'arbres et les ondulations des collines. Un petit château, surgi de la verdure naissante du printemps, érigeait non loin du village une façade grise, où toutes les fenêtres étaient closes de leurs volets. À midi, les cloches de l'Angélus se balancèrent dans l'espace. Puis ce fut le grand silence et la grande paix. Alors elle s'assit sur l'herbe rase d'un talus et tira de sa poche une lettre dont elle déplia les nombreux feuillets. La première page portait en haut cette raison sociale. Agence Dutreillis, cabinet de consultation, renseignements confidentiels, discrétion. Puis au-dessous, cette adresse. À Madame Véronique, Mode, Besançon. Elle lut. Madame, vous ne sauriez croire avec quel plaisir je me suis acquitté de la double mission dont vous avez bien voulu me charger par votre honoré de ce mois de mai 1917. Je n'ai jamais oublié les conditions dans lesquelles il me fut possible, il y a 14 ans, de vous prêter mon concours efficace lors des pénibles événements qui assombrirent votre existence. C'est moi, en effet, qui ai pu obtenir toutes les certitudes relatives à la mort de votre cher et respectable père, M. Antoine d'Ergemont, et de votre bien-aimé fils François, première victoire d'une carrière qui devait en fournir tant d'autres éclatantes. C'est moi aussi, ne l'oubliez pas, qui, sur votre demande, et voyant combien il était utile de vous soustraire à la haine, et disons le mot, à l'amour de votre mari, ai fait les démarches nécessaires à votre entrée au couvent des Carmélites. C'est moi, enfin, qui, votre retraite dans ce couvent vous ayant montré que la vie religieuse était contraire à votre nature, vous ai procuré cette humble place de modiste à Besançon, loin des villes où s'étaient écoulées les années de votre enfance et les semaines de votre mariage. Vous aviez du goût, le besoin de travailler pour vivre et pour ne pas penser. Vous deviez réussir. Vous avez réussi. Et maintenant, arrivons aux faits, au double fait qui nous occupe. Tout d'abord, la première question. Qu'est devenu, dans la tourmente, votre mari, le sieur Alexis Worski, polonais de naissance, selon ses papiers, et fils de roi, selon ses dires? Je serai bref. Suspect, enfermé dès le début de la guerre dans un camp de concentration près de Carpentras, le sieur Worski s'est échappé, est passé en Suisse et rentré en France, a été arrêté, accusé d'espionnage et convaincu d'être allemand. Une seconde fois, alors qu'inévitablement l'attendait une condamnation à mort, il s'échappa, disparut dans la forêt de Fontainebleau et, en fin de compte, fut poignardé on ne sait par qui. Je vous raconte cela tout crûment, madame, sachant quel mépris vous aviez pour cet être qui vous avait abominablement trahi, et sachant aussi que vous connaissiez par les journaux la plupart de ces faits, sans avoir pu cependant en vérifier l'absolue authenticité. Or, les preuves existent. Je les ai vues. Il n'y a plus de doute. Alexis Worski est enterré à Fontainebleau. Et je me permets en passant, madame, de vous faire remarquer l'étrangeté de cette mort. Vous vous rappelez, en effet, la curieuse prophétie dont vous m'avez parlé et qui concernait le sieur Worski. Le sieur Worski, dont la réelle intelligence et l'énergie peu communes étaient gâtées par un esprit faux et superstitieux, en proie aux hallucinations et aux terreurs, avait été fort impressionné par cette prédiction qui pesait sur sa vie et qui lui avait été faite par plusieurs personnes versées dans les sciences occultes. « Worski, fils de roi, tu mourras de la main d'un ami, et ton épouse sera mise en croix. »
Je ris, madame, en écrivant ces derniers mots. Mise en croix, crucifié. C'est là un supplice quelque peu démodé, et je suis tranquille à votre égard. Mais que pensez-vous du coup de poignard reçu par le sieur Vorsky, conformément aux ordres mystérieux du destin? Mais assez de réflexion. Il s'agit maintenant... Véronique laissa tomber un instant la lettre sur ses genoux. Les phrases prétentieuses, les plaisanteries familières de M. Dutreillis blessaient sa délicatesse. Et puis, l'image tragique d'Alexis Vorsky l'obsédait. Un frisson d'angoisse effleura sa chair au souvenir affreux de cet homme. Elle se domina et reprit. Il s'agit maintenant, madame, de mon autre mission, la plus importante à vos yeux, puisque tout le reste n'est que passé. Précisons les faits. Il y a 3 semaines, durant une de ces rares occasions où vous consentez à rompre la monotonie si digne de votre existence, un jeudi soir, où vous aviez conduit vos employés au cinéma, un détail vraiment inexplicable vous a frappé. Le principal film, intitulé « Légende bretonne », représentait, au cours d'un pèlerinage, une scène qui se passait sur le bord d'une route, devant une petite cahute abandonnée, laquelle d'ailleurs ne servait à rien dans l'action. Elle se trouvait là, évidemment, par hasard, mais quelque chose de vraiment anormal attira votre attention. Sur les planches goudronnées de la vieille porte, il y avait, tracées à la main, ces 3 lettres. V, D', H. Et ces 3 lettres, c'était purement et simplement votre signature de jeune fille, telle que vous l'employiez jadis dans vos lettres familières, et telle que vous ne l'avez plus employée une seule fois depuis 14 ans. Véronique d'Ergemont. Aucune erreur possible. 2 majuscules séparées par le D minuscule et par l'apostrophe. Et qui plus est, la barre de la lettre H, ramenée sous les 3 lettres, servait de paraphe, exactement selon votre procédé d'alors. Madame, c'est la stupeur que provoquait en vous cette surprenante coïncidence qui vous détermina à solliciter mon concours. Il vous était acquis d'avance, et d'avance, vous saviez que ce concours serait efficace. Selon vos prévisions, madame, j'ai réussi. Et là encore, je serai bref, suivant mon habitude. Madame, prenez à Paris l'express du soir, qui vous débarquera le lendemain matin à Quimperlé. Là, voiture jusqu'au Faouette. Si vous avez le temps, avant ou après votre déjeuner, visite à la très curieuse chapelle Sainte-Barbe, perchée dans le site le plus extravagant et qui fut l'occasion du film Légende bretonne. Puis allez à pied sur la route de Quimper. Au bout de la première montée, un peu avant le chemin vicinal qui conduit à Locrif, se trouve, dans un demi-cirque entouré d'arbres, la cahute abandonnée qui porte l'inscription. Rien de remarquable ne la caractérise. À l'intérieur, c'est le vide. Pas même de plancher. Une planche pourrie servait de banc. Comme toi, un châssis vermoulu à travers lequel il pleut. Encore une fois, il est hors de doute que c'est le hasard qui l'a placé dans le champ de visibilité du cinématographe. J'ajouterai pour finir que le film Légende bretonne a été pris au mois de septembre dernier, ce qui fait que l'inscription remonte au moins à 8 mois. Voilà, madame, ma double mission est achevée. Je suis trop discret pour vous dire après quels efforts et par quels moyens ingénieux j'ai pu l'accomplir en si peu de temps, sans quoi vous trouveriez vraiment un peu ridicule la somme de 500 francs à laquelle je borne le prix de mon intervention. Veuillez agréer, je vous prie, madame, l'expression de mes sentiments. Véronique replia la lettre et s'attarda quelques minutes
aux impressions que cette lecture lui imposait. Impressions douloureuses, comme toutes celles qui ressuscitaient les jours atroces de son mariage. Une, surtout, avait persisté, aussi forte qu'aux heures où elle se jetait pour y échapper dans l'ombre d'un couvent. C'était l'impression, la certitude même, que tous ces malheurs, que la mort de son père, que la mort de son fils, provenaient de la faute qu'elle avait commise en aimant Dvorsky. Certes, elle avait résisté à l'amour de cet homme et ne s'était décidée au mariage que contrainte, désespérée, et pour soustraire M. d'Ergemont à la vengeance de Dvorsky. Mais tout de même, elle l'avait aimé, cet homme. Tout de même, au début, elle avait pâli sous son regard. Et de cela, ce qui lui semblait maintenant une lâcheté impardonnable, elle gardait un remords que le temps n'avait pas affaibli. « Allons, murmura-t-elle. Assez de rêverie. Je ne suis pas venue ici pour pleurer. » Le besoin de savoir qu'il avait sorti de sa retraite de Besançon la ranima, et elle se leva, résolue à l'action. Un peu avant le chemin vicinal qui conduit à Locrif. Un demi-cirque entouré d'arbres, disait la lettre du sieur du Treillis. Elle avait donc dépassé l'endroit. Rapidement, elle revint sur ses pas et aussitôt aperçut à droite le bouquet d'arbres qui lui avait masqué la cabane. S'étant approchée, elle la vit. C'était une sorte de refuge pour bergers ou pour cantonniers qui s'effritait et se décomposait sous l'action des intempéries. Véronique s'approcha et constata que l'inscription, usée par la pluie et par le soleil, était beaucoup moins nette que sur le film. Mais les 3 lettres étaient visibles, ainsi que le paraphe, et elle distingua même en dessous une chose que M. du Treillis n'avait point notée, le dessin d'une flèche et un numéro, le numéro 9. L'émotion croissait en elle. Bien que l'on n'eût en aucune façon cherché à imiter la forme même de sa signature, c'était bien sa signature de jeune fille. Or, qui avait pu la poser ainsi sur une cabane abandonnée en cette Bretagne où elle pénétrait pour la première fois? Véronique ne connaissait plus personne au monde. Par une suite de circonstances, tout son passé de jeune fille s'était, pour ainsi dire, effondré avec la mort de tous ceux qu'elle avait aimés et connus. Alors comment était-il possible que le souvenir de sa signature eût persisté en dehors d'elle et de ceux qui n'existaient plus? Et puis surtout, pourquoi cette inscription-là, à cet endroit? Que signifiait-elle? Véronique fit le tour de la cabane. Aucune autre marque n'y était visible, pas plus que sur les autres arbres environnants. Elle se rappela que M. du Treillis avait ouvert et n'avait rien vu à l'intérieur. Pourtant, elle voulut s'assurer elle-même qu'il ne s'était pas trompé. La porte était fermée par un simple loquet de bois qui tournait autour d'une vis. Elle le souleva, et, chose singulière, qu'elle n'aurait su expliquer, il lui fallut faire un effort, non pas physique, mais moral, un effort de volonté pour tirer cette porte vers elle. Il lui semblait qu'elle allait, par ce petit geste, pénétrer dans un monde de faits et d'événements qu'elle redoutait à son insu. « Eh bien quoi ?» dit-elle. « Qu'est-ce qui m'arrête ?» Elle tira brusquement. Il y avait dans la cabane le cadavre d'un homme. Et en même temps, à la seconde précise où elle apercevait ce cadavre, elle se rendait compte de l'anomalie qui en était la marque particulière. Une des mains de l'homme mort manquait. C'était un vieillard dont la barbe grise s'étalait en éventail
et dont les longs cheveux blancs descendaient autour du cou. Les lèvres noircies, une certaine couleur de la peau tuméfiée, donnèrent à Véronique l'idée qu'il avait été peut-être empoisonné, car aucune trace de blessure n'apparaissait sur lui, sauf la plaie de son bras, coupée nettement au-dessus du poignet, et qui devait remonter déjà à quelques jours. Ses vêtements étaient ceux d'un paysan breton, propres, mais très usés. Le cadavre était assis sur le sol, la tête appuyée sur le banc, et les jambes recroquevillées. Autant de constatations que Véronique fit dans une sorte d'inconscience et qui devaient plutôt reparaître dans sa mémoire, car sur le moment, elle resta là, toute tremblante et les yeux fixes, en balbutiant « Un cadavre! Un cadavre !» Elle pensa soudain qu'elle se trompait peut-être et que l'homme n'était pas mort. Mais ayant touché son front, elle frissonna au contact de la peau glacée. Pourtant, ce geste la sortit de sa torpeur. Elle résolut d'agir, et puisqu'il n'y avait personne dans la campagne environnante, de retourner au Far West et d'avertir les autorités. Préalablement, elle examina le cadavre afin de voir si quelque indice pouvait la renseigner sur son identité. Les poches étaient vides. Les vêtements et le linge ne portaient aucune marque. Mais comme elle avait un peu dérangé le cadavre pour effectuer ses recherches, il arriva que la tête pencha vers l'avant et entraîna le buste qui s'abattit sur les jambes, découvrant ainsi le dessous du banc. Sous ce banc, elle aperçut un rouleau de papier composé d'une feuille de papier à dessin très mince et qui était froissée, cassée, presque tordue. Elle ramassa le rouleau et le déplia. Mais elle n'avait pas achevé ce mouvement que ses mains se mirent à trembler et qu'elle balbutia. « Ah mon Dieu! Ah mon Dieu !» De toute son énergie, elle voulut s'imposer le calme nécessaire et regarder avec des yeux qui puissent voir et un cerveau qui pût comprendre. Tout au plus lui fut-il possible de rester ainsi durant quelques secondes. Et durant ces quelques secondes, à travers un brouillard de plus en plus dense qui lui semblait envelopper ses yeux, elle put discerner un dessin rouge qui représentait 4 femmes crucifiées sur 4 troncs d'arbres. Et en avant de ce dessin, la première femme, image centrale, corps raidi sous ses voiles, figure bouleversée par la plus épouvantable des souffrances, mais figure reconnaissable, cette femme crucifiée, c'était elle. À n'en pas douter, c'était elle, elle-même, Véronique d'Ergemont. D'ailleurs, au-dessus de la tête, l'extrémité du poteau de torture portait, selon la coutume antique, un cartouche avec une inscription fortement appuyée. Et c'était le paraphe et les 3 lettres de Véronique, jeune fille. VDH. Véronique d'Ergemont. Une convulsion la souleva des pieds à la tête. Elle se dressa, pivota et, tournoyant en dehors de la cabane, tomba sur l'herbe évanouie. Véronique était une femme bien portante, grande, vigoureuse, d'un équilibre admirable, et dont les épreuves n'avaient jamais pu atteindre la belle santé morale et la splendide harmonie physique. Il fallait des circonstances exceptionnelles et imprévues, comme celle-ci, jointe à la fatigue de 2 nuits en chemin de fer, pour provoquer un tel désarroi de ses nerfs et de sa volonté. Cela ne dura pas plus de 2 ou 3 minutes d'ailleurs, au bout desquelles son esprit redevint lucide et vaillant. Elle se releva, retourna vers la cabane, saisit la feuille de papier cartonnée et,
certes avec une angoisse indicible, mais cette fois avec des yeux qui voyaient et un cerveau qui comprenait, elle regarda. Les détails d'abord, ceux qui semblaient insignifiants ou du moins dont la signification ne lui apparaissait pas. À gauche, il y avait une colonne étroite d'une quinzaine de lignes, non pas écrites, mais composées de lettres non formées, de jombages toujours les mêmes, et qui n'avaient évidemment qu'un but de remplissage. Cependant, à divers endroits, quelques mots étaient visibles. Et Véronique put lire « 4 femmes en croix », plus loin, 30 cercueils, et pour finir, toute la dernière ligne ainsi rédigée « La pierre-dieu qui donne vie ou mort ». Toute cette colonne était entourée d'un cadre tracé à l'aide de 2 lignes fort régulières, l'une à l'encre noire, l'autre à l'encre rouge. Et il y avait, toujours en rouge, au-dessus, la représentation de 2 faucilles enlacées par une branche de gui. Au-dessous, la silhouette d'un cercueil. La partie droite, de beaucoup la plus importante, était remplie par le dessin à la sanguine, qui donnait à toute la page, avec sa colonne d'explications adjacente, l'apparence d'une feuille, ou plutôt d'une copie de feuilles de livres. Quelques grands livres d'images anciennes, où les sujets seraient traités un peu à la manière primitive, avec une entière ignorance des règles. Et c'étaient 4 femmes en croix. 3 d'entre elles s'enfonçaient à l'horizon, de plus en plus petites, vêtues de costumes bretons, leurs têtes surmontées de coiffures également bretonnes, mais d'une mode spéciale qui indiquait un usage local, et qui consistait surtout dans un large nœud noir dont les 2 ailes se dépliaient comme les nœuds des Alsaciennes. Et au milieu de la page, il y avait la chose effrayante dont Véronique ne pouvait détacher son regard terrifié. Il y avait la croix principale, le tronc d'arbre dont les branches inférieures étaient coupées et le long duquel, à droite et à gauche, descendaient les 2 bras de la femme. Les mains et les pieds n'étaient pas cloués, mais fixés par des cordes qui s'enroulaient jusqu'aux épaules et jusqu'en haut des 2 jambes réunies. Au lieu du costume breton, la victime portait une sorte de suaire qui tombait presque à terre, allongeant la silhouette mince d'un corps amaigri par le supplice. L'expression du visage était déchirante, expression de douleur résignée et de grâce mélancolique. Et c'était bien le visage de Véronique, surtout tel qu'il était à l'époque de ses 20 ans, et tel que Véronique se souvenait de l'avoir vu aux heures sombres où l'on contemple dans un miroir ses yeux sans espoir et ses larmes qui coulent. Et c'était autour de la tête l'onde même de ses cheveux épais, roulant jusqu'à la ceinture en courbes semblables. Et au-dessus, l'inscription VDH. Véronique demeura longtemps à réfléchir, interrogeant le passé et cherchant à relier dans l'ombre les faits actuels aux souvenirs de sa jeunesse. Mais aucune lueur ne se levait en son esprit. Les mots qu'elle lisait, le dessin qu'elle voyait, rien de tout cela ne prenait le moindre sens pour elle et ne pouvait se prêter à la moindre explication. Plusieurs fois encore, elle examina la feuille de papier. Puis, lentement, sans cesser d'y songer, elle la déchira en menus morceaux que le vent emportait. Lorsque le dernier des morceaux se fut envolé, sa décision était prise. Elle repoussa le cadavre de l'homme, ferma la porte et rapidement s'éloigna vers le village afin de donner à cette aventure la conclusion judiciaire qui lui convenait pour l'instant. Mais quand elle revint, 1 heure plus tard, avec le maire du Faouët, le garde champêtre et tout un groupe de curieux attirés par ses déclarations, la cabane était vide. Le cadavre avait disparu. Et tout cela était si étrange. Véronique savait si bien que,
dans le désordre de ses idées, il lui était impossible de répondre aux interrogations qu'on lui posait et de dissiper les soupçons et le doute que l'on pouvait avoir et que l'on avait sur la véracité de son témoignage, sur le motif de sa présence, sur sa raison elle-même, qu'elle renonça du coup à tout effort et à toute lutte. L'aubergiste était là. Elle lui demanda quel était le village le plus proche qu'elle pût atteindre en suivant la route, et si elle arriverait ainsi à une station de chemin de fer qui lui permit de retourner à Paris. Elle retint les deux noms de Scaër et de Rosporden, commanda une voiture qui devait la rattraper en cours de route avec sa valise, et partit, protégée d'ailleurs contre toute malveillance par son grand air d'élégance et par sa beauté grave. Elle partit au hasard, pour ainsi dire. La route était longue, des lieues et des lieues. Mais elle avait une telle hâte d'en finir avec ces événements incompréhensibles et de retourner vers le calme et vers l'oubli qu'elle marchait à grands pas, sans même songer que cette fatigue était inutile, puisqu'une voiture la suivait. Elle s'éleva sur des collines, descendit dans des vallons, et elle ne pensait guère, se refusant à chercher la solution de tant d'énigmes qui se posaient à elle. C'était le passé qui remontait à la surface de sa vie, et elle en avait une peur affreuse de ce passé qui s'étendait de son enlèvement par Vorsky jusqu'à la mort de son père et de son enfant. Elle ne voulait songer qu'à la toute petite existence qu'elle s'était confectionnée à Besançon. Pas de chagrin là-bas, pas de rêve, pas de souvenir. Et elle ne doutait pas que, au milieu des menues habitudes quotidiennes qui l'enveloppaient dans l'humble maison choisie, elle n'oubliât la cabane abandonnée, le cadavre mutilé de l'homme et l'épouvantable dessin qui marquait l'inscription mystérieuse. Mais un peu avant le gros bourg de Scaër, comme elle entendait derrière elle le grelot d'un cheval, elle vit à l'embranchement de la route qui conduisait à Rosporden un pan de mur qui restait d'une maison à demi écroulée. Et sur ce pan de mur, il y avait à la craie blanche, au-dessus d'une flèche et du numéro 10, l'inscription fatidique VDH. Chapitre 2. Au bord de l'océan. L'état d'esprit de Véronique changea subitement. Autant elle fuyait avec décision devant la menace du péril qui lui semblait surgir pour elle du mauvais passé, autant elle était résolue à marcher jusqu'au bout sur le chemin redoutable qui s'ouvrait. Ce revirement provenait de ce qu'une petite lueur flottait brusquement dans les ténèbres. Elle comprenait tout à coup, cette chose assez simple d'ailleurs, que la flèche indiquait une direction et que le numéro 10 devait être le 10e d'une série de numéros qui jalonnaient un trajet partant d'un point fixe pour aboutir à un autre point fixe. Était-ce un signal établi par quelqu'un et destiné à conduire les pas d'une autre personne? Peu importait. L'essentiel était qu'il y avait là un fil capable de mener Véronique à la découverte du problème qui l'intéressait. Par quel prodige sa signature de jeune fille reparaissait-elle au milieu d'un entrelacement de circonstances tragiques? La voiture, envoyée du Far West, la rejoignait. Elle monta et dit au cocher de se diriger, à une allure très lente, vers Rosporden. Elle y arriva pour dîner, et ses prévisions ne l'avaient pas induite en erreur. 2 fois, elle revit, avant des embranchements, sa signature, accompagnée des numéros 11 et 12. Véronique coucha à Rosporden et, dès le lendemain, reprit ses recherches. Le numéro 12, qu'elle trouva sur le mur d'un cimetière, la lança sur la route de Concarneau, qu'elle atteignit presque sans avoir aperçu d'autres inscriptions. Elle pensa donc qu'elle s'était trompée, revint sur ses pas et perdit toute une journée en investigations inutiles. Ce n'est que le jour suivant que le numéro 13,
fort effacée, lui indiqua la direction de Fouesnant. Puis elle abandonna cette direction pour suivre, toujours selon les signaux, des chemins de campagne où, une fois encore, elle s'égara. Enfin, elle aboutit, 4 jours après avoir quitté le Far West, face à l'océan, sur la grande plage de Beg May. Elle passa 2 nuits au village, sans recueillir la moindre réponse aux questions, d'ailleurs discrètes, qu'elle posait. Enfin, un matin, ayant erré parmi les groupes de roches à demi submergés qui entrecoupent la plage, et sur la falaise basse recouverte d'arbres et de taillis qui l'encadrent, elle découvrit, entre 2 chênes dénudés, un abri de terre et de branches qui avait dû servir à des douaniers. Un petit menhir se dressait à l'entrée. Sur ce menhir, il y avait l'inscription suivie du numéro 17. Aucune flèche. En dessous, un simple point. Voilà tout. Dans l'abri, 3 bouteilles cassées, des boîtes de conserve vides. C'était là le but, se dit Véronique. On y a mangé. Des vivres placés d'avance, peut-être. À ce moment, elle s'avisa que, non loin d'elle, au bord d'une petite baie, qui s'arrondissait comme une conque au milieu des roches voisines, un canot se balançait, un canot à pétrole dont on apercevait le moteur. Et elle entendit des voix qui venaient du village, une voix d'homme et une voix de femme. De l'endroit où elle se trouvait, il ne lui fut d'abord possible de voir qu'un homme assez âgé, qui portait dans ses bras une demi-douzaine de sacs de provisions, pâtes, légumes secs, et qui les déposa à terre en disant « Alors, vous avez fait un bon voyage, ma Honorine ?»« Excellent !»« Et où ça que vous étiez ?»« À Paris. Dame, 8 jours d'absence. Des courses pour mon maître. »« Contente de revenir ?»« Ma foi, oui. » Vous voyez, ma Honorine, que vous retrouvez votre bateau à la même place. Tous les jours, je venais lui faire une visite. Enfin, ce matin, je lui ai enlevé sa toile. Il file toujours bien. »« À merveille. » »« Et puis, vous êtes une fière pilote. Hein, ma Honorine? Qui aurait dit que vous feriez ce métier-là? » »« C'est la guerre. Tous les jeunes sont partis dans notre île. Les autres sont à la pêche. Et puis, plus de service de bateau chaque quinzaine comme autrefois. Alors, je fais les commissions. »« Mais le pétrole? » ?»« On en a en réserve. Oh, rien à craindre de ce côté. »« Eh ben, pour l'or, on se quitte, ma Honorine. Faut-il vous aider à charger? »« Pas la peine. Vous êtes pressé. »« Eh ben, pour l'or, on se quitte, » répéta le bonhomme. « À la prochaine fois, ma Honorine. Je préparerai les paquets d'avance. » Et il s'éloigna, en criant d'un peu plus loin. « Et tout de même, faites attention aux pointes de récif qui l'entourent, votre sacré îlot. Est vrai, c'est qu'il en a une mauvaise réputation. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île aux 30 cercueils. Bonne chance, ma Honorine !» Il disparut au tournant d'une roche. Véronique avait tressailli. Les 30 cercueils. Les mots mêmes qu'elle avait lus en marge de l'horrible dessin. Elle se pencha. La femme, d'ailleurs, avançait de quelques pas vers le canot, et après avoir déposé d'autres provisions apportées par elle, se retournait. Véronique la vit alors de face. Elle portait un costume breton, et sa coiffe était surmontée de 2 ailes de velours noir. « Ah !» balbutia Véronique. « La coiffure du dessin, la coiffure des 3 femmes en croix. » La Bretonne devait avoir 40 ans. Sa figure énergique, brûlée par le soleil et par le froid, était osseuse, taillée durement, mais animée de 2 grands yeux noirs, intelligents et doux. Une lourde chaîne d'or pendait sur sa poitrine. Son corsage de velours la serrait étroitement. Elle chantonnait à voix très basse, tout en portant ses paquets et en chargeant le canot,
ce qui l'obligeait à s'agenouiller sur une grosse pierre contre laquelle il était amarré. Quand elle eut fini, elle regarda l'horizon où il y avait des nuages noirs. Elle parut cependant ne pas s'en inquiéter, et défaisant l'amarre, elle continua sa chanson, mais d'une voix plus haute, qui permit à Véronique d'entendre les paroles. C'était une mélopée lente, une berceuse pour enfants, qu'elle chantait avec un sourire qui découvrait de belles dents blanches. Et disait la maman, en berçant son enfant, pleure pas quand on pleure, la bonne Vierge aussi pleure. Faut que l'enfant chante et rit, pour que la Vierge sourit. Croise les mains et prie la bonne Vierge Marie. Elle n'acheva pas. Véronique était devant elle, le visage contracté et tout pâle. Interdite, elle murmura « Qu'y a-t-il donc ?» Véronique prononça d'une voix frémissante « Cette chanson, qui vous l'a apprise? D'où la tenez-vous? C'est une chanson que ma mère chantait, une chanson de son pays, de la Savoie. Et jamais je ne l'ai entendue depuis sa mort. Alors je voudrais... » Elle se tut. La Bretonne la contemplait en silence, d'un air stupéfait, et comme si elle eût été sur le point, elle aussi, de poser des questions. Véronique répéta « Qui vous l'a apprise ?»« Quelqu'un de là-bas » répondit enfin celle qu'on appelait Madame Honorine. « De là-bas ?»« Oui, quelqu'un de mon île. » Véronique dit avec une sorte d'appréhension « L'île aux 30 cercueils ?» C'est un nom qu'on lui donne. Elle s'appelle l'île de Sarek. Elles demeurèrent encore à se regarder l'une l'autre, d'un regard où il y avait de la défiance, mêlée à un grand besoin de parler et de savoir. Et en même temps, elles sentirent toutes les deux qu'elles n'étaient pas ennemies. Ce fut Véronique qui reprit. « Excusez-moi, mais voyez-vous, il y a des choses si déconcertantes. » La Bretonne hocha la tête d'un air qui approuvait. Et Véronique continua. « Si déconcertantes, si troublantes. Ainsi, savez-vous pourquoi je suis sur cette plage? Il faut que je vous le dise. Vous seul, peut-être, pouvez m'expliquer. Voici. Le hasard, et c'est un tout petit hasard, et au fond tout découle de lui, m'a fait venir en Bretagne pour la première fois et m'a montré sur la porte d'une vieille cabane abandonnée, au bord de la route, les initiales de ma signature de jeune fille. Signature dont je ne me suis pas servi depuis 14 ou 15 ans. En continuant la route, j'ai découvert encore plusieurs fois cette inscription, avec un numéro d'ordre chaque fois différent. Et c'est ainsi que je suis arrivé ici, sur cette plage de Begmey, et en cette partie de la plage qui était en conséquence le terme d'un trajet prévu et effectué. Par qui? Je l'ignore. « Votre signature? Elle est là ?» dit Honorine vivement. « En quel endroit? » ?»« Sur cette pierre, au-dessus de nous, à l'entrée de l'abri. »« Je ne vois pas d'ici. Quelles sont les lettres? » « VDH. » La Bretonne réprima un mouvement. Sa figure osseuse trahit une profonde émotion, et elle dit entre ses dents « Véronique, Véronique d'Ergemont. Ah, vous savez mon nom? Vous savez ?» Honorine lui saisit les deux mains et les garda dans les siennes. Son rude visage s'éclairait d'un sourire. Des larmes mouillèrent ses yeux, tandis qu'elle répétait « Mademoiselle Véronique, Mademoiselle Véronique, c'est donc vous, Véronique?
Ah, mon Dieu, est-ce possible? Bonne Vierge Marie, soyez bénie. Véronique était confondue et ne cessait de dire « Vous savez mon nom, vous savez qui je suis. Alors vous pouvez m'expliquer toute cette énigme ?» Après un assez long silence, Honorine répondit « Je ne peux rien vous expliquer. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais nous pouvons chercher ensemble. Voyons, quel était ce village de Bretagne ? Le Faouët. Le Faouët, je connais. Et cette cabane abandonnée se trouvait à 2 kilomètres de là. Vous l'avez ouverte ? Oui, et c'est cela le plus terrible. Il y avait dans cette cabane... Et parlez, qu'y avait-il ? D'abord le cadavre d'un homme, d'un vieillard en costume du pays, avec de longs cheveux blancs et une barbe grise. Ah, ce mort, je ne l'oublierai jamais. Il avait dû être assassiné, empoisonné, je ne sais pas. Honorine écoutait avidement. Mais ce crime ne semblait lui apporter aucune indication. Et elle dit simplement « Qui était-ce ? On a fait une enquête ? » Quand je suis revenu avec des gens du Faouët, le cadavre avait disparu. Disparu ? Mais qui l'avait enlevé ? Je l'ignore. De sorte que vous ne savez rien. Rien. Cependant, la première fois, j'avais trouvé dans la cabane un dessin. Un dessin que j'avais déchiré, mais dont le souvenir reste en moi comme un cauchemar qui se renouvelle constamment. Je ne puis le chasser. Écoutez, c'était un rouleau de papier sur lequel, évidemment, on avait reporté la copie d'une vieille image. Et cela représentait, une chose terrible, terrifiante. 4 femmes en croix. Et l'une de ces femmes, c'était moi, avec mon nom. Et les autres avaient une coiffure pareille à la vôtre. Honorine lui avait serré les mains avec une violence inouïe. « Que dites-vous » s'écria la Bretonne. « Que dites-vous ? 4 femmes en croix ?» Oui, et il était question de 30 cercueils, de votre île par conséquent. La Bretonne lui mit les mains sur la bouche. « Taisez-vous ! Taisez-vous ! Oh, il ne faut pas parler de tout cela. Non, il ne faut pas. Voyez-vous, il y a des choses de l'enfer. C'est un sacrilège d'en parler. Taisons-nous là-dessus. Plus tard, on verra. Une autre année, peut-être. Plus tard. Elle semblait secouée par la terreur, comme par un vent d'orage qui fouette les arbres et bouleverse la nature entière. Et subitement, elle tomba à genoux sur le roc et pria longtemps, courbée en deux, la tête entre ses mains, dans un tel recueillement que Véronique ne lui posa aucune autre question. Enfin, elle se releva, et au bout d'un instant, elle répéta « Oui, tout cela est effrayant, mais je ne vois pas que notre devoir en soit changé, et qu'une seule hésitation soit possible. » Et elle dit gravement à la jeune femme « Il faut venir avec moi là-bas. » « Là-bas ? Dans votre île ?» Honorine lui reprit les mains et continua toujours de ce même ton un peu solennel qui semblait à Véronique plein de pensées secrètes et inexprimées. « Vous vous appelez bien Véronique d'Ergemont ? » Oui. Votre père s'appelait Antoine d'Ergemont. Vous avez épousé un soi-disant Polonais nommé Worski. Oui, Alexis Worski. Vous l'avez épousé après le scandale d'un enlèvement et après une rupture avec votre père. Oui. Vous avez eu de lui un enfant. Oui, un fils, François, que vous n'avez pour ainsi dire pas connu car il vous fut enlevé par votre père. Ah oui. Et tous deux, votre père et votre fils, ont disparu dans un naufrage. Oui, ils sont morts. Qu'en savez-vous ?
Véronique ne songea pas à s'étonner de cette question et répondit « L'enquête que j'ai fait faire et l'enquête de la justice sont fondées toutes deux sur le même témoignage irrécusable, celui des 4 matelots. Qui vous affirme qu'ils n'ont pas menti? Pourquoi auraient-ils menti? Leur témoignage a pu être acheté. Il a pu leur être dicté d'avance. Par qui? Par votre père. Quelle idée! Et puis quoi, mon père était mort. Je vous répéterai, qu'en savez-vous? Cette fois, Véronique parut stupéfaite. Où voulez-vous en venir? Un instant. Connaissez-vous les noms de ces 4 matelots? Je les ai connus. Je ne me les rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas que c'étaient des noms de Bretagne? En effet, mais je ne vois pas. Si vous n'êtes jamais venu en Bretagne, votre père y est venu fort souvent à cause des livres qu'il écrivait. Il y a même séjourné du vivant de votre mère. Dans ces conditions, il a dû entrer en relation avec des hommes du pays. Admettons qu'il ait connu depuis longtemps les 4 matelots, et que ces hommes, dévoués à lui ou achetés par lui, il les ait engagés spécialement pour cette aventure. Admettons qu'ils aient commencé par déposer votre père et votre fils dans quelques petits ports d'Italie, puis que, bons nageurs tous les 4, ils aient fait couler leur yacht en vue des côtes. Admettons, mais ces hommes existent, s'écria Véronique avec une agitation croissante. On pourrait les interroger. 2 sont morts de leur belle mort il y a quelques années. Le 3e, c'est un nommé Magnoc, un vieux que vous trouverez à Sarek. Quant au 4e, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Avec l'argent que lui a rapporté cette affaire, il a acheté un fonds d'épicerie à Begmey. Ah, celui-là, on peut lui parler tout de suite. Allons le chercher. Et pourquoi faire? J'en sais plus que lui. Vous savez, je sais tout ce que vous ignorez. Je puis répondre à toutes vos questions. Interrogez-moi. Mais Véronique n'osait pas lui poser la question suprême, celle qui commençait à palpiter dans les ténèbres de sa conscience. Elle avait peur d'une vérité qui n'était peut-être point admissible, vérité qu'elle entrevoyait obscurément, et c'est d'un ton douloureux qu'elle bégaya. « Je ne comprends pas. Pourquoi mon père aurait-il agi ainsi? Pourquoi aurait-il voulu que l'on crût à sa mort et à la mort de mon pauvre enfant? Votre père avait juré de se venger. Contre Vorski, mais contre moi, contre sa fille. Et une pareille vengeance. Vous aimiez votre mari. Une fois en son pouvoir, au lieu de le fuir, vous avez consenti à l'épouser. Et puis, l'injure avait été publique. Et vous connaissiez votre père, son caractère violent, rancunier, sa nature un peu déséquilibrée selon son expression. Mais depuis, les remords sont venus avec les années, avec la tendresse qu'il portait à l'enfant. Et il vous a cherché partout. Ah, j'en ai fait des voyages, à commencer par mon voyage aux Carmélites de Chartres. Mais vous étiez parti longtemps avant. Et où vous retrouvez? Une annonce dans les journaux. Il en a fait une, très discrète, forcément, à cause du scandale. Quelqu'un a répondu. On a pris rendez-vous. Savez-vous qui est venu au rendez-vous? Vorski, lequel vous cherchez aussi, lequel vous aimez toujours et vous haïssez. Votre père a eu peur et n'a pas osé agir ouvertement. Véronique se taisait. Toute défaillante, elle s'était assise sur la pierre
et gardait la tête penchée. Elle murmura « Vous parlez de mon père comme s'il vivait encore aujourd'hui. »« Il vit, et comme si vous le voyiez souvent, chaque jour. Et d'autre part, vous ne dites pas un mot de mon fils. Alors j'ai des idées affreuses. Il n'a peut-être pas survécu. Peut-être est-il mort depuis. Est-ce pour cela que vous ne parlez pas de lui ?» Avec un effort, elle releva la tête. Honorine souriait. « Ah, je vous en supplie, dites-moi la vérité. C'est horrible d'espérer plus qu'on ne doit. Je vous en supplie. » Honorine lui entoura le cou de son bras. « Mais, ma pauvre dame, est-ce que je vous aurais raconté tout cela s'il était mort, mon joli François ? » « Il vit, s'exclama la jeune femme éperdue. « Mais, parbleu, est-ce qu'il est bien portant ? Ah, c'est un petit gars solide, allez, et d'aplomb sur ses jambes. Et j'ai bien le droit d'en être fier, puisque c'est moi qui l'ai élevé, votre François. » Elle sentit que Véronique s'abandonnait contre elle, sous le poids de sentiments trop lourds, où il y avait certes autant de souffrance que de joie. Et elle lui dit « Pleurez, ma bonne dame, ça vous fera du bien. Ce sont de meilleures larmes que celles d'autrefois. Hein, qu'en dites-vous ? Pleurez, pour que toute votre misère passée s'en aille. Moi, je retourne au village. Et vous avez bien quelques valises à l'auberge. On m'y connaît. Je la rapporte et nous partons. » Quand la Bretonne revint, une demi-heure après, elle aperçut Véronique debout, qui lui faisait signe de se hâter, et elle l'entendait qui criait « Vite ! Mon Dieu, que vous êtes longue ! Il n'y a pas une minute à perdre !» Honorine, cependant, ne se pressa pas davantage et ne répondit point. Aucun sourire n'éclairait son âpre visage. « Eh bien, nous partons !» fit Véronique en l'abordant. « Il n'y a pas de retard, pas d'obstacle. Quoi, on dirait que vous n'êtes plus la même. »« Mais si. Alors hâtons-nous !» Avec son aide, Honorine embarqua les valises et les sacs de provisions. Puis, se plantant tout à coup devant Véronique, elle lui dit « Ainsi, vous êtes bien sûre que la femme en croix représentée par le dessin, c'était vous ? » ?»« Absolument. D'ailleurs, mes initiales au-dessus de la tête. »« C'est étrange et bien inquiétant. Mais pourquoi ? Quelqu'un qui m'aura connu et qui s'est amusé. Il n'y a là qu'une coïncidence, une fantaisie du hasard qui ressuscite des choses du passé. »« Oh, ce n'est pas le passé qui me tracasse. C'est l'avenir. »« L'avenir ? Souvenez-vous de la prédiction. » Je ne comprends pas. « Oui, cette prédiction faite à Vorski à votre propos. »« Ah, vous savez ? » ?»« Je sais. Et c'est tellement atroce de songer à ce dessin et à d'autres choses que vous ignorez et qui sont beaucoup plus épouvantables. » Véronique éclata de rire. « Comment ? Et c'est pourquoi vous hésitez à m'emmener ? Car enfin, c'est de cela qu'il s'agit. » Oh, ne riez pas. On ne rit pas quand on voit les flammes même de l'enfer. La Bretonne prononça ces paroles en fermant les yeux et en se signant. Puis elle reprit. « Évidemment, vous vous moquez de moi. Vous pensez que je suis une femme de ce pays, superstitieuse, qui croit aux revenants et aux feux follets. Oh, je ne dis pas tout à fait non. Mais là, il y a des vérités qui vous aveuglent. Vous en parlerez avec Magnoc, si vous gagnez sa confiance. » Magnoc ? L'un des 4 matelots.
c'est un vieil ami de votre fils. Lui aussi l'a élevé. McNuck en sait plus que tous les savants, plus que votre père. Et cependant... Cependant, McNuck a voulu tenter le destin et pénétrer au-delà de ce qu'on a le droit de connaître. Qu'a-t-il fait? Il a voulu toucher de la main, vous entendez, de sa propre main. C'est lui-même qui me l'a avoué, au fond même des ténèbres. Eh bien, fit Véronique, impressionnée malgré elle. Eh bien, sa main a été brûlée par les flammes. Une plaie affreuse qu'il m'a montrée, que j'ai vue, de mes yeux vue. Quelque chose comme la plaie d'un cancer. Et il souffrait à tel point... À tel point qu'il a dû prendre dans sa main gauche une hache et qu'il s'est coupé la main droite lui-même. Véronique fut interdite. Elle se rappelait le cadavre du Faouët, et elle balbutia. Sa main droite. Vous affirmez que McNuck s'est coupé la main droite? D'un coup de hache, il y a des jours, l'avant-veille de mon départ. C'est moi qui l'ai soigné. Et pourquoi me demandez-vous cela? Parce que l'homme mort, le vieillard que j'ai trouvé dans la cabane abandonnée et qui a disparu, avait eu la main droite récemment coupée. Honorine sursauta. Elle eut encore cette sorte d'expression effarée et cet émoi désordonné qui contrastait avec son attitude ordinaire de calme. Vous êtes sûr? Oui, c'est bien cela. C'est lui, McNuck. Un vieux à longs cheveux blancs, n'est-ce pas? Et une barbe qui va en s'élargissant. Oh, quelle abomination! Elle se contint et regarda autour d'elle, inquiète d'avoir parlé si fort. De nouveau, elle fit le signe de la croix et prononça lentement, en elle-même presque. C'est le premier de ceux qui doivent mourir. Il me l'avait annoncé. Et le vieux McNuck avait des yeux qui lisaient dans le livre de l'avenir aussi bien que dans le livre du passé. Il voyait clair, là où on n'y voit pas. La première victime, ce sera moi, ma Honorine. Et quand le serviteur aura disparu, quelques jours après, ce sera le tour de son maître. Et son maître, c'était... Honorine se redressa et serra les poings d'un air brutal. « Je le défendrai, celui-là. Je le sauverai. Votre père ne sera pas la deuxième victime. Ah non, j'arriverai à temps. Laissez-moi partir. Nous partons ensemble. Je vous en prie, ne vous obstinez pas, laissez-moi faire. Ce soir même, avant le dîner, je vous ramène votre père et votre fils. Mais pourquoi? Il y a trop de danger là-bas, pour votre père, pour vous surtout. Rappelez-vous, les 4 croix, c'est là-bas qu'elles seront dressées. Oh, il ne faut pas que vous y alliez. L'île est maudite. Et mon fils, vous le verrez aujourd'hui, dans quelques heures. Véronique eut un rire brusque. Dans quelques heures? Mais c'est de la folie. Comment? Mais voilà 14 ans que je n'ai plus de fils. J'apprends tout à coup qu'il est vivant et vous me demandez d'attendre avant de l'embrasser. Mais pas 1 heure. J'aimerais mieux risquer 1000 fois la mort plutôt que de retarder ce moment-là. Honorine la regarda, et elle dut comprendre que la résolution de Véronique était de celle qu'il est inutile de combattre, car elle n'insista pas. Pour la 3e fois, elle se signa, et elle dit simplement « Que la volonté de Dieu soit faite ».
Toutes deux prirent place au milieu des colis qui encombraient l'étroite passerelle. Honorine alluma le moteur, saisit le volant et, avec beaucoup d'adresse, fit évoluer la barque parmi les roches et les écueils qui pointaient à fleur d'eau. Chapitre 3. Le fils de Vorski. Assise à tribord sur une caisse et tournée vers Honorine, Véronique souriait. Sourire encore inquiet, indécis, plein de réticence, hésitant comme un rayon de soleil qui cherche à percer les derniers nuages de la tempête, mais sourire heureux tout de même. Et le bonheur semblait la juste expression de ce visage admirable, empreint de noblesse et de cette pudeur spéciale que donne à certaines femmes touchées par des malheurs excessifs ou préservées par l'amour l'habitude de la gravité et la suspension de toute coquetterie féminine. Ses cheveux noirs, un peu gris aux tempes, étaient noués très bas sur la nuque. Elle avait le teint mat d'une méridionale et de grands yeux d'un bleu très clair et dont tout le globe semblait de la même couleur, pâle comme un ciel d'hiver. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.